Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Lilouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je suis avec Jean. Exactement, voilà. Et on va faire une petite sortie en 4x4 pour découvrir l'Andalousie. Restez avec nous. Voilà. Le 29 août, j'ai effectué une randonnée en 4x4 au départ de l'hôtel de Marbella. Je conseille vraiment cette virée dans l'arrière-pays montagneux de Marbella pour un tarif très raisonnable. Vous avez l'occasion de passer une journée inoubliable dans les terres protégées, accessibles uniquement en 4x4. Mais tout cela reste vraiment confortable, surtout que les véhicules sont équipés de toits ouvrants pour ne rien rater de la promenade. Tout commence par la visite d'un village blanc planté dans la montagne Ochen. C'est l'occasion de visiter l'ancien moulin à Huile d'Olive et de basculer pas mal d'idées reçues. Là, on va se diriger vers le moulin, on va monter des escaliers. Le décor est magnifique. C'est super physique pour monter tous les escaliers. On arrive dans la cour intérieure du musée du moulin d'huile d'olive et là on a une personne qui va nous expliquer la production d'huile d'olive. Et quand le moulin est disponible, c'est facile de récupérer ces olives et il est déposé dans les bacs noirs que vous avez à côté de la lavande. Petit à petit, nos olives tombent dans ces tubes noirs où il y a une vis sans fin. La vis sans fin va tourner et déplacer nos olives tout le long des tubes. Finalement, nos olives tombent ici et ensuite sur les plateaux. Les plateaux, il est fait en granit, également c'est du granit. Au moment de tourner, ça écrase la chair et ça concasse les noyaux. On n'a plus qu'à récupérer nos olives déjà écrasées, déjà ouvertes et venir du côté pressoir pour la deuxième partie du travail. Là, vous avez des filtres, des scourtins, faits à base du pétrole, du nylon. Quand on n'avait pas le pétrole, on utilisait cette plante que vous avez là, une espèce de graminée sauvage qu'on appelle esparto en espagnol, et en français l'espartre. Et bien, c'est avec l'espartre qu'on faisait les espadrilles. Espartre, espadrille. Là, vous avez un simple tapis. Mais avec cette plante, on peut faire aussi des filtres, on peut faire des chaussures en traditionnel, des filtres, des paniers, des chapeaux, des petits balais pour la maison ou alors des petits fouets. Pourquoi pas, chacun, c'est goût. On faisait donc passer un filtre et on étalait une couche d'olive déjà écrasée sur ces filtres. On faisait passer un deuxième filtre et on étalait encore une couche d'olive, encore un filtre et encore une couche d'olive. On faisait ni plus ni moins une lasagne avec nos olives et nos filtres, comme les Bretons et les Normands font pour les cidres, pour obtenir les jus de pain. On mettait la presse en route, les plateaux montaient, on pressait ici nos olives. Les olives restaient là et les ici tombaient dans ces puits qui font 2,30 m de profondeur. C'est ce que nous appelons la première pression dite à froid. Bien. Première pression à froid, ça va être soit de l'huile d'olive vierge, soit de l'huile d'olive extra vierge. C'est trompeur puisqu'au moment de voir les mots extra, on va s'imaginer que forcément si c'est extra, ça doit être forcément meilleur, évidemment. Mais pour nous, simples consommateurs, la différence entre la vierge et l'extra vierge, ce n'est pas tant que c'est une question de qualité, c'est grosso modo la même chose. La vraie différence, c'est surtout une question d'acidité. L'extra vierge est moins acide que la vierge. Et c'est point. On peut s'arrêter là, sachant surtout, comme vous avez dit tout à l'heure, que la vierge ou l'extra vierge, la première pression à froid, c'est très bon pour la santé. Le prix de l'huile d'olive ne fait qu'augmenter parce qu'il y a une maladie italienne qui fait descendre la production et en même temps la demande ne fait qu'augmenter, notamment aux États-Unis. Les Américains, ils ont mangé beaucoup trop de Happy Meal et beaucoup trop de Big Mac. Ils ont un petit problème d'obésité. Ils continuent à manger des Big Mac et des frites et du coca, mais ils se mettent aussi à consommer de l'huile d'olive première pression pour faire descendre le cholestérol, comme vous avez dit. Cholestérol, diabète, arthrose, apparemment l'huile d'olive, etc. L'inconvénient, c'est que ça va continuer comme ça va devenir un produit de luxe. On aura du mal à consommer de l'huile d'olive dans les Européens. Probablement la première. Pour l'instant, c'est pas le cas. Dans les temps, on récupérait nos olives déjà écrasées et déjà pressées une première fois et on les mettait dans cette cuve verte que vous avez à côté des pierres. De l'autre côté, dans la cuve noire, on remplissait l'eau. En dessous, il y a la place pour faire un feu. Vous avez un foyer pour faire du feu. On chauffait l'eau jusqu'à 30 degrés. Et là, vous pouvez suivre la tuyauterie derrière la presse avec l'aide de cette pompe. On pompait l'eau tiède depuis les bacs noirs et on la portait jusqu'au bac vert. On réhydratait nos olives et on venait sur la presse pour faire une deuxième pression, mais cette fois-ci pas à froid, à chaud.
Pour obtenir ce qu'on appelle en Espagne el aceite de oliva, la palme, de l'huile d'olive pour le vendre. Un combustible à brûler pour s'éclairer à l'intérieur de la maison. Alors imaginez faire exactement la même chose, mais à la place des olives, utiliser des oranges. Des rétro-chevaux, pressez une orange et vous obtiendrez son jus. Plein de vitamines, super bon, excellent. Imaginez réhydrater la pulpe de cette orange avec de l'eau chaude et faire une deuxième pression. C'est-à-dire que vous pouvez appuyer pour ce deuxième jeu de chaussée. Ça ne pas froid, oui. Et bien pour l'huile d'olive, c'est pas la pression. La première pression, c'est les jus de l'olive. Et la deuxième pression, c'est l'infusion des résidus de la première pression. Et vous pouvez rendre le comestible que rajouter la soude. La soude. Quand on consomme la deuxième pression, il y a la soude à l'intérieur. C'est vraiment agressif pour les intestins. Mais retour en France, achetez des bouteilles de pack, mais encore plus important, faites comme les Andalous, consommez la première pression. Et quelle est la première pression? Il vaut mieux consommer moins mais des calories. Première pression à chaque fois. Nous, on est les premiers producteurs d'huile du monde, des Andalous. On produit les 40% de la production mondiale. On produit la première pression et la deuxième pression, mais on ne consomme que la première. La deuxième, on envoie gentiment vers les tomates. Les autres. Oui, par exemple, les Américains ne voient pas. Les Anglais, les Allemands, les Suédois, jamais les Français, ça les rassure. C'est toujours chez les autres. Essayez de faire pareil, c'est un privilégié toujours la première pression. Comme Madame disait tout à l'heure, on veut vous vendre de l'huile d'olive constamment. On vous parle des bienfaits de l'huile d'olive. Et on vous donne l'exemple de la Méditerranée, de la Crète, du régime crétois. Dans la Méditerranée, on vit très longtemps parce qu'on consomme de l'huile d'olive. Ça aide, certes, mais il n'y a pas que ça. Dans la Méditerranée, on consomme beaucoup d'huile d'olive et aussi on consomme beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Très peu de viande rouge. Les pays de la Méditerranée, ce sont des pays montagneux, donc les gens font du sport depuis la naissance jusqu'au jour de la mort. Ça monte et ça descend constamment. Et il y a aussi la lumière, le soleil qui joue beaucoup pour les stress, l'anxiété, la dépression. Pour les morales, la lumière, c'est hyper important. On incite à finir là. Il n'y a pas que l'huile d'olive, il y a tout un ensemble des choses. Si vous ne pouvez pas déménager ici, importez chez vous cette manière de vivre, cette manière de voir la vie et la mort. On n'est pas bête, on a inventé la sieste, ça aide aussi. Très important. On a inventé également la sangria, ça aide aussi. C'est très important. Comment on sait quand nous on achète que c'est la première pression? Alors en général, en France, ça devrait être écrit, puisque nous sommes en Union européenne. Vous pouvez trouver des rétro-chevaux, des bouteilles où il est écrit de l'huile d'olive première pression à froid, ou alors de l'huile d'olive vierge, ou alors de l'huile d'olive extra vierge. C'est des synonymes pour vous parler de la même chose. C'est marqué vierge extra vierge? Si c'est marqué vierge ou extra vierge, vous pouvez y mais aller. c'est marqué ça première Pas de pression. souci. Ouais. Par contre, si vous voulez des bouteilles où il est écrit de l'huile d'olive deuxième pression à chaud, ou alors de l'huile d'olive raffinée, ou alors de l'huile d'olive point, de l'huile d'olive tout court, c'est que probablement c'est la deuxième pression. Un paquet de chips ou un paquet de gâteaux à l'huile d'olive point. C'est que probablement ce producteur de gâteaux de chips n'a pas suffisamment payé pour avoir la vierge ou l'extra vierge. Mais en utilisant les mots huile d'olive, dans nos têtes, ça sonne sain. Alors que pas du tout. Donc, faites attention parce que les marketing est toujours là pour nous amener où ils veulent. Consommez de l'huile d'olive pressionnante, on mourra jeune mais dans très longtemps. Est-ce clair? Si, Seigneur. Ah, ben voilà, l'huile d'olive ne nous intéresse pas, mais l'alambic, par contre, à votre avis, à quoi ça sert? Un alambic? Distiller quoi? Ici? Non. Ici, on avait, avant d'avoir des oliviers, avant d'être la première puissance en huile d'olive, on produisait beaucoup de vin. Et avec ces vins, de nos jours, il n'y a plus de vignes, il y a plus de maladie. Voilà. Mais à l'époque, dans les années 1800, avec CRS5, on faisait de l'eau de vie. Un eau de vie qui était extraordinaire. Dans ces villages, on produisait un eau de vie qui était consommé par les rois d'Espagne. Et il y a des écrivains français qui parlaient de l'eau de vie de ces villages de Ojel consommés dans les cafés de Paris. Picasso, il a fait un tableau avec la bouteille de cette eau de vie parce qu'il était apparemment magnifique, il était extraordinaire. Le producteur est décédé, il s'est méfié de ses enfants, il pensait que ses enfants allaient lui piquer le business, donc il n'a pas donné la recette au moment de l'ouvrir, en tout cas. C'est beau, ouais. C'était celui qui avait eu un succès énorme, mais du jour au lendemain, ça s'est accompli pour rien. Ils ont essayé de reproduire l'eau de vie, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dans la recette pour le rendre aussi. On a tout perdu. On est très malheureux. La transmission, c'est important. Toujours.
Par rapport à l'eau de vie ou par rapport à l'huile, monsieur Nam, avez-vous d'autres questions? Non. Vous êtes hyper sage, hein? Ça étonne. On va voir si ça dure. Les enfants contemporains. Ouais, on va les laisser là, on va les récupérer. On est récupéré non. Ça, c'est le musée, mais aujourd'hui, c'est des industries. Oui, c'est grosso modo la même chose, sauf que ce type de moulin ne passe plus de contrôle hygiénique. Depuis qu'on est rentré à l'Union européenne, on a dû arrêter la production. Donc apparemment, c'était moins fragile, nous, on est plus sensible. De nos jours, tout est pareil, mais en inox. Des marteaux en inox là-bas et des centrifugeuses en inox ici. On peut dire des huiles d'olive dans les villages que nous allons manger, c'est-à-dire l'année suivante. Vous allez goûter tout à l'heure des huiles d'olive du village des Gualo, qui est le village à côté du village où nous allons manger. En fin de compte, ici, avec Marbella et Porto-Banús, c'est trop riche. Les gens préfèrent dédier la terre aux résidences, au tourisme évidemment. Mais en allant manger, on va monter un col et ensuite on va descendre. À partir de là, vous allez voir un changement dans les paysages. C'est surtout l'agriculture. Et vous allez faire du qualifier, est-ce que maintenant vous avez des choses comme ça d'olive pour ça? C'est dans quel secteur? Pas de choses dans l'intérieur des terres, mais jamais du de la mer, par contre. Ça coûte cher, donc c'est plutôt pour les hôtels, pour les touristes. Mais vous allez voir, vous parliez des carrières tout à l'heure, on va monter, descendre de l'école et à partir de là, c'est l'agriculture et les carrières. Évidemment, la terre, puisque ça coûte moins cher. Consommez-vous de l'huile d'olive, monsieur Nam? Oui. Oui, ça c'est voilà, il y a un peu tous beau. Je ne sais pas si c'était extra fine ou de la fine. Des huiles d'olive première pression, j'espère. Et là, vous allez vérifier. Ici, en Andalousie, dans cette région, on va utiliser les olives vertes qui sont en train de noircir. Il y a des pays où on utilise la verte, il y a des pays où on utilise la noire. Il y a des pays qui utilisent ces olives avec les feuilles ici pour donner du goût. Chaque pays fait des huiles différentes et donc les goûts peuvent changer légèrement. Comme on disait tout à l'heure, profitez de l'internet, choisissez un pays qui vous des huiles qui vous plaisent et puis vous achetez sur le passé. Bon. On va se balader un petit peu dans l'air web. Bien. Juste à côté, il y a Sylvia, une dame du village qui a une belle exposition d'art. Je pense que ces tableaux sont très très sympas. Si vous voulez un certain évidemment, vous êtes bienvenus. On s'arrête à l'extérieur dans quelques minutes. Hola Silvia. Hola Sylvia. Hola señora. Te conozco, pero nos conocemos. No señora. Me parecía que tú decías Brasilia, ¿no? Perché il señor dice que se llama Silvia. Bueno, aproveche de mirar un poquito lo que hago. Todo lo que hay aquí soy culpable. C'est très nostalgique. ¿Por qué tú no te vas a mirar las fantasmas que hay allí en el cementerio? Es divertido, ¿no? Vai, tá deixando. Muchas gracias, señora. Bueno, Adiós. gracias a vosotros. Que tengan un buen día. Puis on traverse une petite porte en bois magnifique. Là, je vais déguster un peu de l'huile d'olive. Elle est super bonne. Là, je vais goûter de la confiture. On a de la confiture de mangue. Elle est très très bonne, pas très sucrée. Là, on a de la confiture. Miranda de Cerua. De prunes. Merci mon chéri. Un arrière-goût acide des prunes. Pas très sucré non plus. Là, c'est le papaye. Là, un vrai régal. Du coup, on va acheter. Hein. N'hésitez pas à la prendre, peut-être que ça vous change le goût. Ça doit changer, certainement. C'est bon? Ouais, on a de la Ah! confiture de papaye.
pareil, de la confiture. Alors, confiture de pimiento, c'est quoi le pimiento? Non. Le poivron rouge. Poivron, bravo messieurs dames. Pas piquant, d'accord? Confiture de tomate, papaye et tout ça. Je vous laisserai après dans quelques instants pour pouvoir le déguster, messieurs dames. Confiture de figue. Messieurs dames, attendez. J'ai pas fini. Vous avez du miel. Du miel qui vient du nord du parc naturel que nous allons visiter cet après-midi, qui vient de la Salema. Quelques années, il y a un client qui m'a donné une petite astuce pour savoir si c'était du vrai miel ou bien ils avaient rajouté du sucre ou bien de la glucose. Et il suffit de retourner le pot et comme vous voyez, il y a une belle bulle qui remonte. Ils disent que s'ils avaient rajouté de la glucose ou quoi que ce soit, ça fait par couche ou bien par fil. Mais en tout cas, vous n'aurez pas cette belle bulle. N'hésitez pas à retourner les pots de miel dans vos supermarchés. Souvent, on nous apporte du bon miel, on ne le sait pas. Pour les traductions, messieurs, dames, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Celui-là, c'est bien facile. Miel de 1000 flores. De 1000 fleurs, bravo. Et par contre, par ici, vous avez du miel de hasard, qui est un peu plus dur à traduire. C'est le thym. Non. Miel d'hasard? C'est-à-dire que le... Non, c'est tout le temps des abeilles. Non. Miel de hasard, que comme par hasard, il est super bon. Du hasard, oui. Soit vous tombez sur le bon pot, soit vous tombez sur le mauvais. C'est au hasard en fait. Non, messieurs, dames. Alors le hasard, c'est la dénomination pour la fleur de l'oranger, d'accord? Donc du miel de fleur d'oranger. On s'est dit c'est comme ça, azhar, ma azhar. Voilà, ça vient d'origine encore musulman. Ah là là, qu'est-ce qui nous aime bien ces voisins. Messieurs, dames, de la charcuterie fait du cochon. On est passé également par la fontaine de Los Churros, cette fontaine du 19e siècle placée au centre de la place, typiquement andalouse, d'un point de référence. En effet, c'était l'époque, la fierté du village. Dans le passé, les habitants d'Oran venaient y remplir leurs pichets et leurs jarrets d'eau et les ramener chez eux. La fontaine d'eau où les villageois viennent... On en profite pour visiter le village. Il est très très sympa. Ça me rappelle la ville de Chefchaouen. Ces petites rues toutes étroites, tout est peint en blanc, à la chaux. Les portes en bois, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'être à côté de Marbella, de visiter cette ville d'Oran à 10 km de Marbella, une charmante ville andalouse. Franchement, c'est un truc à faire, hein. Ça dépayse pas mal. On continue à avancer. On a un drapeau qui me rappelle qu'on est en Espagne. On descend les escaliers, ça monte et ça descend comme on avait vu tout à l'heure. Oh là là, là il faut vraiment tenir la rampe. Là 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 là, j'ai peur de glisser, je suis en sandales aujourd'hui, en claquette. Eh là, c'est déjà pas mal. Beau décor. Alors, messieurs, dames, par ici, je voudrais vous parler un petit peu à propos des ruelles par lesquelles on vient de passer. Comme vous avez vu, ça part un peu dans tous les sens. Alors, messieurs, dames, par ici, pour vous parler un petit peu à propos de toutes ces roches que vous voyez, que ce sont les fondations de nos villages. Ça peut paraître de la roche volcanique, mais ce n'en est pas. En fait, ce sont des sédiments qui se trouvaient au fond de la mer. Et comme vous savez toujours aujourd'hui, il y a la plaque tectonique de l'Afrique qui se glisse sous celle de l'Europe, qui a relevé toutes les montagnes que vous voyez autour de nous et qui a fait sortir tous ces sédiments du fond de la mer. En les sortant, on les a bien chauffés, les a bien comprimés de façon que ça crée un énorme rocher qui est très très solide. D'ailleurs, si vous regardez par là-bas les façades de nos maisons, vous n'allez pas voir de fissures. Qu'est-ce que c'est ce qu'on voit dans nos belles villes, nos bâtiments, 10 ans après la construction, et je suis gentil, des fissures plein partout. Et ça, c'est la preuve que ça ne bouge pas, ça ne travaille pas. Il y a juste une fissure ici, le coin de la maison qui longe jusqu'à tout en haut, vous la voyez? Ouais. Ouais, ben c'est pas une fissure, c'est un câble électrique. D'accord. Même monsieur un peu plus loin qui a osé s'avancer dans le vide, comme vous voyez, ce n'est pas la roche qui est tombée après la construction de la maison. C'est monsieur qui a eu assez confiance en cette roche pour s'avancer dans le vide et en plus poser 3 étages au-dessus. Comme vous voyez, ça tient très très bien. La preuve, on l'a eu il y a quelques années, on a eu 6 tremblements de terre dans la région qui sont montés jusqu'à 4 et 5 dans l'échelle de Richter. C'est déjà pas mal. Et encore une fois, si vous regardez la façade de la maison,
pas de fissure, il n'y a rien qu'à bouger. Les fondations ne bougent pas, la roche ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle ne va pas être payée à la fin du mois. Comme les Espagnols, bravo monsieur. Bravo, elle était bien celle-là. Quoi vous dire d'autre? Alors à savoir qu'ici on est dans une zone qui est vraiment très très sismique. À cet instant-là, très probablement, on est en train de subir un tremblement de terre, sauf qu'il est tellement faible qu'on ne le sent pas. D'accord? Mais très probablement, à cet instant, on est en train de subir un, on ne se rend même pas compte. Et comme vous voyez, ça ne bouge pas, tout ça, ça a été pensé, au fur et à mesure des années, c'était pensé pour vivre avec les tremblements de terre. Plaque tectonique de l'Afrique qui est vraiment très très proche, les 3 de Gibraltar, 14 km, et qui s'affrontent, il y a celle de l'Afrique qui glisse sous celle de l'Europe. D'accord? Tout ça, ça crée tout le temps des mouvements sismiques. Mais c'est là que je vous disais, pour vous parler un petit peu à propos des ruelles par lesquelles on vient de passer, comme vous avez vu, ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop bien vers où on se dirige. Ce n'a pas été fait comme par hasard, c'était justement un système labyrinthique, un mode de défense très très efficace. Un groupe armé qui osait attaquer le village, premièrement, ne savait pas où allait l'emmener la rue. Il ne pouvait pas voir qu'est-ce qu'on avait mis comme moyen de protection à peine 10 mètres plus loin, juste après l'angle. Et une fois on avait passé cet angle, on ne pouvait pas voir qui c'est qui nous poursuivait. C'était jugé très très dangereux d'attaquer ces villages. Qui a vu l'église jusqu'à présent? Messieurs, dames, qu'est-ce que c'est ce qu'on voit en arrivant, comme par exemple dans un village chez vous en France, depuis des kilomètres et des kilomètres? Un grand clocher. Si j'ai un groupe armé que je décide d'attaquer ce village, je peux envoyer une partie de mon armée à droite et une partie de mon armée à gauche. Moi j'y vais de face, on se donne rendez-vous à l'église. Comme je vous disais, ici, les rues qui partent un peu dans tous les sens et le clocher de l'église qui ne se voit pas, qui est masqué du regard. Ce point de réunion, alimentation était beaucoup plus compliqué à faire. C'était la façon qu'on avait de se protéger des ennemis sans avoir besoin de mettre un mur tout autour du village. D'ailleurs, nous ici, les groupes armés, on les laissait entrer en sachant qu'ils n'allaient pas ressortir. Vous avez vu, je vous ai montré avant la rue sans sortie, sans issue. Si un groupe armé osait entrer dans la petite ruelle, dès qu'ils arrivaient au bout, demi-tour. Mais une fois qu'ils avaient fait demi-tour, les villageois, ils avaient déjà verrouillé la retraite. Et depuis les terrasses, des pots de fleurs, des cailloux et de l'huile bouillante qui allait se nous tomber sur la tête. Mais la deuxième pression, la première on la garde pour nous, messieurs, dames. Mais en tout cas, la journée serait très rapidement finie pour nous. Comme je vous dis, on laissait les gens entrer ici en sachant que s'ils ressortaient, ça allait être parler avec les pieds par devant. Messieurs, dames, des questions? Vous avez un bel arbre ici qui vient depuis là-bas en bas et qui donne ces espèces de fruits que vous voyez par ici, des espèces d'haricots de couleur marron. Ah oui, est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est? Ah, il a oublié de comment ça s'appelle, c'est bon. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle ça? Les petits pois. Non. Et c'est pas l'haricotier non plus. C'est les haricots magiques. Ce soir, si tu vas le planter, demain tu vas aller voir le géant. Et non. Aucune idée, messieurs, dames? C'est un arbre qui pousse autour de la Méditerranée, très souvent dans les pays du Maghreb, qui se mange, que c'est sucré, qui c'est bon. C'est des dattes? Non, c'est pas des dattes. Les dattes, ça vient des palmiers. Et alors, messieurs, dames, vous donnez la langue au chat? Aucune idée? À Alger, il y en a plein. Ah oui, il y en a, vous en avez certainement Alger, mangé, oui. Si vous venez de là-bas, oui. Je les ai déjà vus là-bas. Non, c'est pas les... Pardon? On va passer l'après-midi. Première lettre, on va passer l'après-midi. Première lettre, un A, un nom, un... Ça, je sais même pas comment ça s'écrit en français. Bon, je sais pas. En espagnol, c'est un A. En français, ça doit être ou un C ou un K. Ça vous aide pas beaucoup là. Alors, messieurs, dames, si je vous parle d'un... Hein? Cacahuètes. Non, pas des cacahuètes. Mais vous avez quand même tenté, c'est pas mal. Messieurs, dames, si je vous parle d'un caroubier, ah, c'est ça. est-ce que ça vous parle? Un petit peu, pas grand-chose. Alors, messieurs, dames, les petits fruits que vous avez, c'est des caroubes. Voilà. Ça, c'est des vertus pour l'estomac, en fait. Attendez, j'arrive, ne vous avancez pas. Messieurs, dames, alors très intéressant parce que les petits fruits que vous voyez, des espèces d'haricots de couleur marron, quand vous arrivez à deviner, à l'intérieur, il y a plein de petites graines. Et à l'époque, on avait le don de l'observation et on s'était rendu compte que toutes les petites graines, que ce soit ici en Espagne, en Algérie ou chez vous en France ou quoi que ce soit, ou au Maroc, elles auront tout le temps le même poids. Ce qui a donné la première unité de mesure d'abord pour les épices, plus tard pour l'or et les diamants. Messieurs, dames, comment est-ce qu'on mesure un diamant?
Ankara, un cara, une graine de caroube. C'est de là où vient son nom. N'hésitez pas, mesdames, à remplir vos poches pleines de caroube et vérifiez vos diamants une fois vous rentrez en France. Si ça ne correspond pas, allez voir le bijoutier ou monsieur, quelqu'un. Vous êtes fait avoir par quelqu'un, par un des deux en tout cas. Très intéressant aussi parce qu'à l'époque, on l'utilisait comme sucrerie pour les enfants. Haribo n'existait pas, mais il y avait caroubier. Et en fait, si vous croquez dans l'écorce sans mordre la graine, parce qu'elle est très très dure et pourrait vous casser une dent, mais si vous croquez dans l'écorce, elle est sucrée, elle a un peu le goût du raisin sec, des dattes, un peu ce style de fruits. Un peu comme les, comment dire, le truc noir là, c'est... Le prune sèche? Non, pas le prune, mais le bonbon noir. Quoi, la réglisse? La réglisse. Non, rien à voir. Non, parce que j'aime pas la réglisse. C'est le goût que j'ai moi dans la bouche quand je... Ah ouais? Ben non, moi ça m'a pas trop dit le réglisse, c'était plutôt pour moi. Après on m'a dit même de l'ananas, alors voilà. Les goûts, les couleurs sont dans la nature. Et comme je vous disais, on utilisait ça pour donner aux enfants. De nos jours, on a perdu un petit peu cette habitude, puisque Haribo est arrivé en Europe. Et par contre, on continue à les utiliser pour nourrir les animaux à la ferme. Vu qu'elle est sucrée, ben, les chèvres, les cochons, les chevaux, ils aiment bien ça. Tous ces petits, on en a déjà consommé de la caroube, sans le savoir. Parce qu'on en fait de la farine de caroube un épaississant alimentaire qu'on met très souvent dans les blédinas. Et parce que ça les évite leur régurgitation. D'accord? Comme vous savez, ben, les petits, ça leur arrive assez souvent. Ouais, clair. Donc dans les blédinas, il y a de la farine de caroube et vous allez la retrouver sous le chiffre, je crois, sous le E310. En tout cas, n'ayez pas peur, tous les E300, ce sont des produits naturels. D'accord? Si vous voulez replanter cet arbre, il va falloir qu'on donne la caroube avec la graine à jeune homme, qui est pas trop loin, qui va l'avaler avec sa graine en entier. Oui, c'est toi, ne regarde pas derrière, c'est toi. Ouais, il n'y a que maman derrière. Et qui va l'avaler avec sa graine en entier, puis ce sont ces acides digestifs qui vont s'en charger d'enlever une petite pellicule chimique qu'il y a autour de la graine. Si vous plantez la graine telle que comme ça dans la terre, il n'y a rien qui va pousser. Par contre, tu fais attention quand tu vas aux toilettes, parce que là où tu iras, tu vises bien, il y a un caroubier qui va pousser. Et regarde comment c'est grand. Tu vois, alors tu vas pas en plein milieu du jardin, tu vas plutôt sur le côté. À l'époque, ceux qui sont chargés de replanter cet arbre, c'était les chèvres. Vu qu'elle est sucrée, elles grimpaient sur l'arbre, elles les mangeaient. Plein de petites crottes à travers la montagne et plein de caroubiers qui repoussaient. De nos jours, nettement moins. Des chèvres sauvages, il y en a de moins en moins. Et si le berger ne passe pas là, forcément, où il y a un caroubier, il aura beaucoup de mal à se replanter. Si jeune homme a quand même envie de replanter cet arbre, il n'a pas envie de faire les bêtises que je raconte, ce qui est tout à fait normal. Il suffit de prendre la graine, de la mettre 3 secondes dans de l'eau bouillante, ou bien une journée dans le Coca-Cola, ou 3 heures dans le Red Bull. Comme quoi le Red Bull, c'est pas terrible pour la santé. Regardez ce que ça lui fait, une graine qui est hyper dure, qui pourrait vous casser une dent si vous coquez dedans. Imaginez à vos estomacs qui sont plutôt mous. Non, alors pas de Red Bull, messieurs dames, c'est pas très très bon, surtout pour les jeunes. Pas de Red Bull quand vous serez grand, d'accord? S'il vous plaît. Ne vous esquintez pas comme ça. Messieurs, dames, des questions? Ouais, c'est super bon. Ouais, je suis en train de goûter. Attends, je vais secouer ça, ça va. La graine, ça va faire. petite. Secoue les bras. Apparemment, toutes les T'as graines. pas besoin d'attraper la caroube, secoue-les. Vas-y, secoue. Voilà, une jolie dame. Mais apparemment, selon le guide, il faut faire attention en marche. Pour pas se ramasser. Apparemment, c'était un piège pour les hommes. Pendant qu'ils descendaient les marches, ils ne faisaient pas attention et puis ils se faisaient ramasser à la dernière marche. Parce qu'on est émerveillé par la photo de la belle dame. Espagnol vers le nord. Tout ça, ça a commencé en 711 et ce repoussement a été si efficace que quelques années plus tard, on les retrouve en 732 chez vous en France à Poitiers. Exactement. Là, il y a Charles Martel et Lefroy qui les arrêtent et qui commencent à les repousser vers le sud. Mais à savoir qu'ici en Espagne, ils sont restés pendant à peu près 8 siècles. C'est pour ça que nous avons énormément de traditions et d'origine musulmane. Vous avez comme par exemple l'Alhambra à Grenade, très très beau bâtiment, à savoir que ça a été commencé à construire par les musulmans, c'était fini par les catholiques. Vous avez également à Cordoue une très très belle église qui se trouve comme particularité à l'intérieur d'une mosquée et encore dans un quartier juif. Là vous avez tout un mélange de cultures qui a donné à ce bâtiment une énorme richesse. Et voilà les beaux résultats que vous avez quand les civilisations s'entendent bien entre elles. Donc on peut avoir des bonnes choses quand on prend le bon de chacun. Également nous ont laissé plein de noms d'endroits ici en Espagne.
Est-ce que vous connaissez comme par exemple un rocher qui se trouve en Espagne mais qui n'est pas espagnol? Si, Seigneur. Si, Seigneur, qui s'appelle Gibraltar. On l'a visité exactement. hier. Vous avez visité hier, vous avez vu les singes? Ils Oui. vous ont piqué quelque chose? Ah, pas Non. du tout. Ils ont failli. Ils ont failli, ah ouais. Je suis marocaine, ils vont pas me piquer, ils viennent chez moi. Il n'y a pas de Marocains qui piquent à des Mais ne Marocains. dites pas ça, madame, vous me faites dire des choses que je ne veux pas dire. Alors, messieurs, dames, Gibraltar, à l'origine Jebel Tarek, la petite montagne de Tarek. Tarek, c'était le dirigeant de ce rocher, c'était lui avec ses frères qui avait commencé l'invasion de l'Espagne. Est-ce que vous connaissez également le nom d'une rivière qui passe à Séville? Et c'est pas la Seine. C'est trop loin la Seine, elle est très sèche avant l'arrivée ici. Messieurs, dames, une rivière qui passe à Séville. Guadal, ça vous parle pas? Guadalquivir, messieurs, dames. Maintenant, vous allez la connaître. N'hésitez pas à aller le voir, c'est une grande rivière, un peu comme la Seine qui passe par là, très très importante. Tout ce qui est Guadal, des rivières. Et son nom à l'origine, Guadalquivir, la grande rivière. D'accord, tout simplement. Plein de noms comme ça, par ici, vous avez Estepona, bien sûr d'origine musulmane, Ben Almadena, les fils de la ville, plein de traditions, d'accord? Pour continuer, je vais passer sur la construction de la maison, mais avant ça, j'aimerais bien vous inviter à regarder autour de vous et de me dire quel élément sur la maison aurait pu être apporté par les musulmans. J'en recherche 3 et il se trouve, comme je vous ai dit, sur la maison. Vous pouvez le voir depuis ici, c'est pas à l'intérieur. Le carrelage. Le carrelage, alors vous avez raison à moitié. Pourquoi? Parce que là, il y a du carrelage, là, il y a du marbre, et là-bas, il n'y a rien. Et pourtant, c'est vraiment lui qui est d'époque, d'accord? Donc, on ne parle pas du carrelage, on parle du soubassement de la maison. Mais vous avez raison, mais c'était le soubassement de la maison. La chaux, non. Les fers forgés, les grilles, exactement, 2. Et il m'en manque un 3e. Non, vous avez dit les tuiles là. Les toits plats, a dit madame, les ce tuiles sont là. des terrasses. D'accord? Alors les terrasses, le 3e élément. On a dit le soubassement des maisons, les fers forgés et les terrasses. Messieurs, dames, on va commencer par en bas, c'est beaucoup plus facile à expliquer, on va remonter petit à petit dans la maison. Imaginez à l'époque, les rues n'étaient pas en béton, elles étaient plutôt en terre. Vous avez bu de l'eau à la source, vous avez vu d'un côté 4G et juste à côté l'abreuvoir pour les animaux. Qui a bu de l'abreuvoir? Ça fait rien, chacun fait comme il sent. Moi je bois tous les jours du côté de l'abreuvoir. Il n'y a pas de problème. Et alors il y avait des bergers qui passaient par ici avec leurs troupeaux d'animaux justement pour aller leur donner à boire à la source. Et tout ça, ça salissait les beaux murs blancs. En plus, quand il pleut, la rue pleine de boue, ça salissait encore de plus. Donc les villageois décident de peindre de couleur foncée de façon irrégulière la partie basse de la maison pour cacher toutes ces saletés. Avec le temps, les familles les plus aisées décident de mettre les carrelages et les azulejos, les céramiques, les faïences. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est exactement la même chose, très très décoratif. Et aussi le marbre, comme vous voyez, très très frais et facile à nettoyer. La fraîcheur est importante en Espagne, comme vous pouvez voir, il fait très très chaud. Pour remonter encore un petit peu, l'église, vas-y, c'est bon là que ce n'est qu'une. Comme pour remonter encore un petit peu, nous arrivons à faire forger. Est-ce que quelqu'un était à Ronda pendant les vacances? Oui, vous êtes allé, vous avez mis à peu près combien de temps pour y arriver? 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Qu'est-ce que vous avez de la chance? Ça, c'est la version motorisée de nos jours. À l'époque, si quelqu'un voulait se rendre depuis la ville de Ronda jusqu'à la ville de Marbella, comme par exemple, c'était 2-3 jours pour descendre à pied, plus une journée pour faire ce qu'on était venu faire dans cette ville, et encore 2-3 jours pour remonter. Au plus gros, on était une petite semaine absent de la maison. Et les fers forgés, c'était les moyens de protection pour la famille et les enfants. Toujours aujourd'hui, très très intéressant, comme vous voyez, madame, elle a laissé sa fenêtre ouverte. Et si ça se trouve, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle est partie se promener dans le village, peut-être qu'elle est partie faire ses courses à Marbella, ou peut-être qu'elle est partie travailler. Parce que les Espagnols, de temps en temps, on travaille. Que de temps en temps, il ne faut pas rêver. Mais en tout cas, elle peut laisser sa fenêtre ouverte quand elle reviendra plus tard ou ce soir. Sa maison sera bien aérée, beaucoup plus fraîche. Pour remonter encore un petit peu, pour en finir, nous arrivons aux terrasses. Les terrasses, par contre, il va falloir les redescendre au premier étage, un peu plus au niveau du fil électrique que vous voyez. Les maisons à l'époque étaient simplement constituées d'un rez-de-chaussée surmonté d'une terrasse. Très très intéressante, ça nous permettait de stocker nos aliments éloignés des souris et des bestioles. Ça nous permettait également de les faire sécher, comme par exemple des poissons salés, des figues sèches, des céréales, tout un tas de choses qui pouvaient sécher à la terrasse. Et en temps de guerre, très intéressant aussi, parce que ça nous permettait de sauter de terrasse en terrasse,
de se promener à travers tout le village sans être détecté, sans avoir quasiment besoin de mettre un pied dans les rues. Ce qui, en temps de guerre, était plutôt intéressant. Des questions, messieurs, dames? Non? Non. Qu'est-ce que vous êtes sage? Après, on est passé dans l'église construite sur la base d'une ancienne mosquée. On retrouve vraiment l'architecture d'une mosquée en parcourant toujours les labyrinthes des rues du village. Là, on arrive à la place du village. C'est magnifique. On a l'église. Une petite église, petite apparemment, modeste, mais très jolie. Je fais une vue panoramique. Anna Sanchez. C'est très espagnol. La source, on a été tout à l'heure. Je vais rentrer dans la Roquilla de la Encarnación. Et la mosquée, pour vous la mettre en église, décide simplement de la transformer, d'accord? Quand vous allez entrer, n'hésitez pas à prendre des photos, vous avez tout à fait le droit. Regardez surtout les toitures, les charpentes qui ont été conçues par les musulmans il y a à peu près 1000 ans. Et elles sont toujours là, ce qui est plutôt incroyable. Et tout au fond à gauche aussi, vous allez retrouver la statue de Saint-Denis. Est-ce que quelqu'un connaît Saint-Denis à part le stade de Paris? Le quartier, non, celui-là, pas trop fréquentable. La basilique. C'est pas terrible là, que tu connaisses ça, toi. Et la basilique de Saint-Denis, exactement. Alors l'histoire raconte que Saint-Denis, en plein milieu de la France, il a été décapité, il a été trahi. Puis qu'il a repris la tête dans sa main, il a commencé à marcher vers le nord de Paris. Là où il est tombé, on a battu la basilique de Saint-Denis. Ici, dans ce petit village, Saint-Denis, c'est le patron également. Et l'histoire raconte qu'encore une fois, en plein milieu de Paris, il a été décapité. Puis qu'il a repris la tête dans sa main et qu'il est venu à pied jusqu'ici. Bon, voilà, voilà. Hein. C'est des histoires, c'est ce qu'ils disent, et on va faire comme ça. Messieurs, dames, je vous invite à rentrer. Messieurs, retirez vos chapeaux. Mesdames, vous êtes parfaites comme ça, comme d'habitude. C'est quoi comme palmier? C'est palmier de palme. Là, on rentre dans une église qui était au départ une mosquée. La charpente de la mosquée au départ, apparemment. Lorsque les Espagnols ont repris, après les villages qui étaient conquis par les musulmans, ils ont retransformé les mosquées. Après, pas sûrement, c'était là où on appelait à la prière. Ils les ont repris, retransformés après en église. C'est super petit, mais en même temps c'est mignon comme tout. On s'arrête là aujourd'hui et la prochaine fois, je vais vous montrer comment on a repris la route de Serfonté pour rejoindre Manda. On va servir un repas typique que je partagerai avec vous à 14h30. On va reprendre la direction des pistes qui mènent vers le parc national. La faune et surtout la flore qui est protégée, qui est magnifique. On va découvrir après la grande réserve d'eau qui alimente toute la Costa del Sol et qui est déjà bien entamée. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.